Bienvenue à tous pour ce second épisode du C2S Dental Talk. Nous avons souhaité consacrer cet épisode à une problématique du moment, la problématique des téléconsultations. On entend beaucoup de choses en ce moment au sujet des téléconsultations ou pas pour les chirurgiens dentistes, sous quel format, rémunéré, non rémunéré. Et donc je suis ravie d'accueillir de nouveau le docteur Philippe Mera et le docteur Pierre-Michel Leprado pour nous donner leur avis sur la question, leurs conseils. Bonjour Philippe, bonjour Pierre-Michel. Je suis ravie de vous retrouver pour notre deuxième épisode ensemble, notre deuxième conversation ensemble. Donc c'est une conversation qui va être dédiée à la téléconsultation. Pendant le confinement, beaucoup de professionnels de santé ont mis en place ce qu'on appelle les téléconsultations. Pour l'instant, les dentistes ne font pas partie des professionnels de santé qui y ont accès, qui y ont droit. Et comme nous ne pouvons pas demander d'honoraires pour téléconsultation, il y a beaucoup de praticiens, de dentistes qui ont décidé de ne pas proposer ce service à leurs patients. Pour en avoir discuté en off avec toi, Philippe, je sais que tu as un avis différent sur la question. Et est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La téléconsultation qui aujourd'hui n'est pas mise en place pour les chirurgiens dentistes, ce qui gêne certaines personnes, c'est le fait de la gratuité, puisqu'aujourd'hui on n'a pas le droit de la faire payer. Et je dirais qu'une téléconsultation, c'est soumis à quelques règles. La téléconsultation, c'est donc un acte qui est qui est codifié pour d'autres professionnels de santé, qui est rémunéré, qui nécessite une application qui soit sécurisée, qui nécessite le transfert de documents, un compte rendu à faire. Nous, l'avantage, c'est qu'effectivement, elle n'est pas soumise ni à codification ni à règlement. Et du coup, nous pouvons créer nos propres règles. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui proposent des, euh, des applications sécurisées. Il faut savoir qu'en période de Covid-19, les téléconsultations, du moins les conversations et télécommunications avec nos patients sont autorisées sur Skype, sur Zoom, sur WhatsApp. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre vous le faisaient déjà auparavant par téléphone. C'était une consultation téléphonique lorsque votre assistante arrive en vous disant j'ai Madame Ségon au téléphone, elle veut absolument vous parler, j'arrive pas à m'en sortir. Et à la fin de la discussion, vous en sortez avec une patiente qui est contente de vous avoir eu, qui est rassurée, qui a passé un bon moment et qui n'a pas occupé le fauteuil du cabinet. Aujourd'hui, cette téléconsultation, entre guillemets, elle a plusieurs avantages dans nos structures. La première chose, c'est de désengorger le carnet de rendez-vous, désengorger du style la patiente qui vous appelle pour des saignements de gencives et des petites douleurs. Et puis, au fil de la discussion avec l'assistante, la petite douleur devient une grosse douleur, voire même intenable, parce qu'elle se rend compte que l'assistante n'a pas de place pour elle. Si c'est une téléconsultation, vous allez pouvoir déceler la chose, rassurer la patiente, lui envoyer une ordonnance. Encore une fois, cette ordonnance, aujourd'hui, on tolère qu'elle soit envoyée avec des systèmes qui sont un peu moins sécurisés que ce qui va s'appliquer dans les mois à venir, mais on vous en parlera en temps et en heure. Et du coup, vous allez éviter un rendez-vous fauteuil, en sachant qu'aujourd'hui, en Covid-19, ce rendez-vous fauteuil, c'est énormément de matériel, et de temps assistante et de temps praticien pour parfois des choses que vous pouvez gérer à distance. Le deuxième avantage de cette pseudo-téléconsultation, c'est d'organiser le carnet de rendez-vous. Alors certains vont me dire oui, mais on devrait le faire payer. Est-ce que je peux pas, le jour où je verrai le patient, rajouter 23 € sur la feuille? C'est pas en ces termes que je raisonne. Je raisonne en termes de qu'est-ce que ça m'aurait fait perdre comme argent si j'avais eu le patient sur le fauteuil. La perte d'argent parce que le rendez-vous aurait été court. Donc là, en l'occurrence, je vais organiser mon rendez-vous et je vais le rallonger. Je vais voir ce qu'il y a à faire. Je ne vais plus traiter la pulpite uniquement en pansement
simplement soulagement de la douleur, pansement, et puis le revoir après. Je vais faire l'acte en entier. Et il y a plein de rendez-vous. Je vais m'organiser, je vais discuter avec mon patient et je vais grossir son écoute et grossir sa demande. C'est lui qui va être demandeur et je vais donc avoir des rendez-vous beaucoup plus longs et beaucoup plus rentables. Et puis, cette téléconsultation va aussi me permettre de présenter ou à mon assistante de présenter un devis ou un plan de traitement. Et parfois, dans certaines structures, le patient se retrouve, parfois il n'y a pas de bureau, donc il se retrouve dans la salle de soins avec un ordinateur qui est vaguement tourné vers lui pour lui montrer des photos. Là, vous avez la possibilité de partager votre écran, de vraiment lui montrer dans lui un cadre confortable qui est chez lui avec son écran, de voir un peu ce que vous avez à lui proposer, à lui montrer. Vous pouvez même aujourd'hui envoyer des documents sécurisés à faire signer, des devis avec des applications dédiées pour. C'est vraiment donc pour moi un énorme avantage que de pouvoir passer ce temps en téléconsultation. Ok, ouais, j'adore hein, l'idée que tu présentes et puis finalement ça envoie le message que cette téléconsultation qui au début était on va dire un message négatif parce qu'on ne pouvait pas se faire rémunérer devient vraiment une bonne nouvelle pour tous les dentistes. Après, j'imagine quand même que pour certains praticiens, il y a une objection qui pourrait être que la relation avec ton patient en téléconsultation est dégradée et appauvrie. Qu'est-ce que tu répondrais, toi, à cette objection? Parce que j'imagine que l'expert en communication émotionnelle que tu es a déjà réfléchi à cette problématique. Alors pour moi, cette téléconsultation, c'est vraiment, je dirais, un énorme avantage et presque une révélation. Euh, bon, l'école de psychologie dont je suis issu analyse la communication, la sépare quand vous avez un message à transmettre à quelqu'un, que ce soit un message interpersonnel, que ce soit à votre entourage ou un professionnel. Il faut savoir que ce message est envoyé et transporté par des mots, par un ton et par du non-verbal, par votre attitude. La part des mots dans le message, c'est 10% du message, les mots. Ça ne veut pas dire que les mots ne doivent pas être importants, ils sont essentiels, mais ils vont être pollués par plein d'autres choses. Ils vont être pollués par le ton que je peux avoir. Il y a des gens qui ont des tons qui sont plus ou moins agressifs, plus ou moins hautains, parfois trop discrets. Et puis, il y a tout ce qui est le non-verbal. Donc, le ton, c'est 30%. Et le non-verbal, c'est mon apparence, c'est ma coupe de cheveux, c'est mon sourire, sont mes dents, sont mes yeux, ce sont toutes les expressions de mon visage et de mon corps et l'environnement dans lequel je suis. Vous imaginez, donc ça veut dire que cette partie-là parle plus que ma bouche, que mes mots. Vous imaginez au cabinet un équipement EPI, un patient avec un masque, une charlotte, des surchaussures, à qui on a appris techniquement à se laver les mains, qui, comme l'a dit Pierre-Michel, c'est essentiel pour le rassurer sur la partie soins que l'on va effectuer. Mais en termes de communication interpersonnelle, c'est un gros handicap. Il y a beaucoup de patients qui sont craintifs de nos soins et j'imagine que tout cet environnement, si on ne les connaît pas, si c'est la première fois ou s'ils sont en période de stress par rapport à une urgence, ça ne va pas être facile de les rassurer et surtout de ne pas voir mes mimiques et de ne pas voir leurs mimiques. L'avantage de cette téléconsultation, c'est que ça va effacer complètement tous ces éléments polluants qui génèrent de l'inquiétude chez nos patients. Le patient va se retrouver dans son environnement, chez lui, quelque chose qu'il connaît parfaitement bien. Moi, je vais être en tenue en chemise blanche et non pas en tenue de travail avec tout cet équipement et même pas en tenue technique. Je vais pouvoir donc être parfaitement à propos avec lui dans ce cadre confortable dans lequel il est,
avec seulement cet écran. Effectivement, il y a un écran qui le sépare, mais cet écran, encore une fois, comme le dit souvent Pierre Michel, actuellement, il n'y a aucune donnée scientifique qui prouve que le virus passe à travers l'écran. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, rappelez-vous, vous avez tous eu des conversations avec des gens dans d'autres domaines que le dentaire où il aurait pu y avoir une tension au départ et où les choses s'éclaircissent complètement en cours de discussion. Et c'est ça l'objectif. L'objectif pour moi, c'est d'avoir une relation vraiment affective, émotionnelle dans l'émotion, de pouvoir transmettre les gestes que je vais faire, de pouvoir passer plus de temps parce que effectivement, on va voir que on va organiser notre temps de fauteuil d'une manière très très précise et surtout très efficace, et qu'il se peut que je perde un peu de temps en téléconsultation et passer du temps à faire du relationnel avec mes patients. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Ok, merci Philippe. Alors je comprends bien le concept et la philosophie en fait, de la téléconsultation telle que tu la présentes. Mais pour moi, en comprendre l'esprit, c'est une chose. Et ensuite, savoir l'appliquer, c'en est une autre. Et je sais que pour des praticiens qui ne sont pas experts comme toi en communication, trouver les mots justes n'est pas forcément simple. Et donc, je me demande si vous accepteriez tous les deux de vous prêter à un petit jeu de rôle pour que les dentistes qui nous écoutent puissent avoir une idée, un exemple de script à utiliser et puis entendre une application directe finalement de téléconsultation et de ce que vous faites, de ce que vous appliquez au sein de vos cabinets. Est-ce que vous êtes partant pour qu'on fasse ça un petit peu en direct live? On fasse les acteurs, en fait. C'est ça. Ok, C'est ça, très bien. un petit jeu de rôle. On va tenter. Après, moi, j'ai imaginé qu'on puisse faire un jeu de rôle. Enfin, on va prendre une situation qui est très courante en cabinet dentaire. Enfin, la plus courante, c'est la pulpite. Hein. Et il y a un de vous deux qui peut jouer le rôle du praticien et puis l'autre, le rôle d'un patient en pulpite. Puis histoire de pimenter un petit peu un patient qui n'est pas, voilà, qui est pas non plus hyper facile en com parce qu'on n'a pas toujours des patients qui sont très, très réceptifs. Est-ce que je vous laisse voir qui veut jouer quoi? Moi, Je vais jouer le docteur. Ok, Tu veux jouer le d'accord. docteur? Ok. Très bien. Donc, moi, C'est Pierre-Michel, le patient casqué, alors. je vais jouer le pulpitomane. Ça marche. Ok, très bien, parfait. Donc, tu m'appelles, Philippe, c'est ça, au téléphone? On part comme ça? Tout à fait. Je t'appelle. Oui, bonjour Monsieur Le Prado. J'ai eu Rennes qui m'a expliqué votre fin de confinement s'était bien passé, mis à part cette dernière nuit que vous avez passée avec beaucoup de douleur, m'a-t-elle dit, hein, si j'ai bien compris. Ah Et oui, souffrir. tout à fait, Monsieur Mérin. D'abord, merci de me rappeler si vite euh, pour avoir trouvé du temps pour discuter avec moi et faire cette consultation. Mais effectivement, ça fait 2 nuits que je ne dors plus et du coup, ça devient insupportable pour moi. Alors, je voudrais savoir quand est-ce que vous pourriez me voir, tout simplement pour me soulager, parce que là, j'en peux plus. Hein. Tout à fait. Ben, écoutez, effectivement, comme vous dites, on vous a appelé rapidement parce que pour nous, le tableau de douleur nocturne tel que vous l'avez décrit à Rennes est tout à fait évocatif d'un problème qu'on connaît bien. Et c'est ce qu'on appelle vulgairement une pulpite chez nous dans notre jargon. Et pour ça, bon, ben, effectivement, il faut qu'on se voit très, très, très rapidement. Et il est fort probable que dans la période hors Covid, on vous aurait reçu rapidement 10 minutes pour vous soulager, pour vous mettre un pansement, et puis ensuite on aurait mis dans notre carnet de rendez-vous, ça vous est peut-être déjà arrivé auparavant, un autre rendez-vous un peu plus tard, sachant qu'il n'y aurait pas eu de douleur, afin de terminer le soin. Mais dans cette période qui est vraiment très 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 particulière et qui nécessite pour nous énormément d'attention sur votre sécurité, par rapport à la désinfection, à la décontamination, et puis pour notre personnel, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit rapidement et qu'on fasse un rendez-vous qui sera beaucoup plus long que ce qu'on aurait fait préalablement et qui va nous permettre de faire le soin en une seule série, en un seul temps. Est-ce que si je vous donne un rendez-vous, et ce rendez-vous va être long, c'est un rendez-vous qui va durer 1 heure, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable dans votre planning?
Ah oui, oui, moi de toute façon, je peux plus tenir, donc moi votre heure sera la mienne, et s'il faut 1 heure, il faut 1 heure, hein. C'est vraiment pas le problème pour moi. Ce que je voudrais, c'est justement ne pas avoir, mal et dormir comme il faut parce que je reprends le travail comme vous, la semaine prochaine et je suis inquiet, hein, vraiment, c'est pas possible, hein. Tout à fait. Bah, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça et on va s'en occuper. Maintenant, j'aimerais vous poser deux, trois questions avant de commencer sur cette dent. Cette dent-là, elle vous faisait mal préalablement? Comment vous la sentiez? Il y avait un problème? Vous avez perdu quelque chose dessus? Vous avez, Ben, en fait, j'ai mal au froid sur cette dent-là, quasiment depuis le 15 mars, donc je pensais que ça tiendrait, mais voilà, le froid, ça devenait de plus en plus, douloureux et puis j'ai remarqué que, ben, je pense que j'ai un trou dans la dent, hein, tout simplement, hein. Je pense que ça vient de là, en fait, tout est là, parce que quand je passe la langue, c'est limite blessant et je vois qu'il y a un trou qui s'est formé. d'accord, c'est un trou qui s'est formé et j'ai vu que vous aviez envoyé une photo à Rennes par Internet, que vous aviez Oui. envoyé la photo de votre dent. Oui, oui, oui et donc j'ai pu voir, parce que j'ai bien vu sur la photo, j'ai vu que le trou, il était quand même vraiment important, hein. Je me c'est vraiment pas rien. Donc en fait, je suis pas Tout très à étonné d'avoir fait. mal comme ça, hein. Ouais, effectivement, on a regardé votre dent et au-delà de la douleur très inconfortable que vous avez, il y a aussi énormément de fragilité sur cette dent actuellement déjà, puisque vous l'avez déjà depuis le 15 mars abîmé un peu plus. Et puis même par la suite, c'est une dent qu'il va falloir complètement renforcer afin que vous soyez en sécurité. Le but, il n'est pas seulement de vous soulager sur le moment, il est aussi de vous soulager pour le long terme et que ça soit quelque chose de durable pour vous. Et compte tenu des éléments que vous me donnez, de la photo que j'ai vue, c'est une dent qu'il va falloir que l'on couronne par la suite, que l'on recouvre, que l'on renforce. Vous aviez conscience de ça? Bah, écoutez, je crois que je m'en doutais un peu, mais bon, voilà, ce que j'aimerais bien quand même, c'est déjà qu'on me soulage et puis, la couronne que vous me proposez, bah, je pense que peut-être on peut le faire en septembre ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop, si vous pensez que ça peut tenir jusqu'en septembre? Bah, écoutez, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Je peux pas vous répondre pour l'instant. C'est quand je vais vous voir pour l'urgence, on va vous trouver un rendez-vous aujourd'hui pour le faire. Quand je vais vous voir en urgence et que je vais traiter donc cette, cette rage de dent que vous avez, cette douleur importante, que je vais pouvoir vous dire si votre dent est tout à fait capable de supporter un peu de temps et qu'on puisse reporter en septembre cette couronne, ou si au contraire il faut la sécuriser un peu plus tôt, mais j'attendrai de vous voir et de vous avoir sur le fauteuil pour pouvoir répondre à votre question. OK, d'accord, très bien. Donc, bon, écoutez, moi, ça me va bien. Donc, je comprends que vous allez me trouver un rendez-vous rapidement. Moi, c'est l'essentiel. Mais je vais tout de suite vous remettre entre les mains de Rennes qui va prendre le rendez-vous avec vous et puis je vous vois tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite un bon début de journée. Bon, bah, je vous dis donc à tout à l'heure, monsieur Mera, je pense, c'est À tout ça? à l'heure. OK, merci beaucoup de votre gentillesse. Merci à tous les deux. Donc là, en fait, on voit au fil de la téléconsultation comment tu vas transformer un rendez-vous d'ouverture de chambre qui aurait duré 10 minutes, un quart d'heure, en un vrai rendez-vous pour une dévitalisation qui va durer 1 heure. Donc, effectivement, au niveau organisationnel, on voit comment la téléconsultation permet d'optimiser ton agenda. Et par contre, ce qui me vient en tête, c'est quand même qu'au niveau rentabilité financière, tu vas avoir un fauteuil occupé pendant 1 heure pour un patient qui n'a pas signé de devis avec toi, si je comprends bien, ou alors peut-être qu'il y a une étape encore avec ton assistante. Enfin, est-ce que tu peux nous dire, enfin, dans cette situation-là, comment ça se passerait au sein de ton cabinet, Philippe? Il y a des patients qui, au téléphone, auraient été peut-être inquiets, bien sûr, par rapport à la douleur, mais plus inquiets par rapport à la conservation de la dent pour l'avenir. Des patients qui, tout de suite, au téléphone, sur ce genre de discussion, sont capables de vous faire un plan de traitement plus important. Et s'il y avait eu cette demande du patient, immédiatement, j'aurais dirigé ma discussion sur le devis étant pour moi, le moyen d'être le plus clair, le plus transparent possible sur la partie financière. Mais là, j'ai plutôt écouté la douleur de Pierre Michel, son inquiétude par rapport à cette douleur et à sa reprise de travail, plutôt que la suite. Mais il est évident qu'en arrivant au cabinet, Rennes va le prendre en charge. La situation va être que
une dent dévitalisée est une dent qui est en danger, qui risque effectivement de se fracturer, de se fêler par la suite, et que tout ce travail va être fait en amont par mon assistante. C'est là où il y a une grosse partie de délégation qui est faite et de temps à passer pour aller plus loin dans la discussion. Mais c'est quelque chose qui se décide en une fraction de seconde au téléphone, et surtout ne pas être trop envahissant dans ce domaine-là, tout en laissant la possibilité à mon assistante de l'être au moment où le patient sera là, de le prévenir qu'il va se passer quelque chose, et que de toute manière, il y a une discussion à avoir là-dessus. Et concrètement, ce que ça signifie, c'est que Rennes va, enfin, soit elle prend la communication à la suite à ta suite, soit elle rappelle le patient pour déjà avancer sur la partie devis pour la couronne. Enfin, comment tu as organisé les choses? Alors, Rennes peut tout à fait appeler le patient pour lui demander, donc pour la prise de rendez-vous, pour le timer sur mon planning, et puis pour lancer la discussion, compte tenu de ce que vous avez dit au docteur Mera, il y a peut-être une possibilité de retarder la réalisation de cette couronne à septembre, comme vous l'a demandé, ou peut-être pas si, lorsqu'il vous verra, il vous dit que cette dent est plus ou moins en danger. Est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet financier maintenant, qu'éventuellement je vous donne votre devis pour que vous puissiez, que les choses soient claires pour vous et que vous puissiez avancer et vous poser des questions avec votre mutuelle, enfin plein de choses quoi, autour. Donc c'est D'accord. tout à fait une discussion que Rennes va avoir avec le patient. Oui, et puis pour upgrader, enfin, je parle de ma pratique personnelle. Un patient chez qui je réalise une endo a quasi systématiquement une reconstitution pré-endo en NPC qui me permet, voilà, enfin, la reconstitution pré-endo me permet de mettre mon plan, enfin, voilà, comme vous le savez déjà bien, comme tout le monde le sait, mais ce que je vois ici dans ce que tu proposes, c'est que finalement, par téléphone, cette partie-là, elle peut déjà être validée avec le patient, que quand il vient pour 1 heure de rendez-vous au sein de mon cabinet, bah, finalement, cette séance de rendez-vous, elle est optimisée au niveau durée, mais elle est aussi optimisée et puis rentabilisée, entre guillemets, avec le NPC, la reconstitution pré-endo. Et j'imagine même que pour aller plus loin, on peut éventuellement déjà lui avoir fait le devis pour la couronne ou alors pour l'onless si on ne savait pas vraiment quelle serait la solution parce qu'on a juste une photo, avoir déjà envoyé ça à la mutuelle et finalement quand on revoit le patient, on a déjà bien avancé, il a eu ses réponses mutuelles et puis nous on voit exactement quelle est la situation clinique, est-ce qu'on va plutôt partir sur un onless, est-ce qu'on va partir plutôt sur une couronne et on peut à ce moment-là enclencher la validation si bien sûr lui voilà, il est partant. Donc, ouais, c'est vraiment top hein, comme concept. Alors là, je vois juste autre chose. C'est que là, on est sur une urgence qui débouche sur un plan de traitement, sur potentiellement un devis. Mais on a quand même beaucoup d'urgences aussi qui sont ce qu'on appelle du sable, c'est-à-dire des actes où on est obligé de voir le patient et où la seule facturation qu'on peut avoir, c'est 23 € et encore, ce n'est pas acte gratuit. Je pense par exemple au décèlement. Est-ce que vous accepteriez de faire le même petit jeu de rôle pour cette situation et nous montrer un petit peu comment vous la gérez en période de Covid-19? Parce qu'un recèlement, c'est 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. Et enfin, il n'y a pas de codification, il n'y a pas d'acte CCAM en dehors d'une consultation. Donc, est-ce que vous êtes partant pour essayer de nous montrer ce que vous faites au sein de vos cabinets? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les gens qui nous écoutent d'essayer d'imaginer en live ce qui se passe. Donc les scripts, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On peut changer, je peux faire le dentiste si tu veux, Philippe. Avec plaisir. Alors, du coup, on peut se mettre d'accord sur le cas clinique. On imagine, parce qu'en fait, je te propose ça parce que c'est tout simplement une situation qu'on a eue avant-hier. Donc, c'est parfaitement, comment dirais-je, du concret. Et c'est un patient qui a tout simplement téléphoné parce qu'il a eu un décèlement d'une couronne sur un plan, sur une 37. Et la couronne, elle avait été faite il y a 3 ans, donc au cabinet. Donc, voilà, je propose le cas clinique comme ça et puis on essaie de voir en téléconsultation comment on peut gérer ça afin d'organiser finalement sa visite au cabinet
pour cette réparation-là, enfin pour ce dépannage-là. On fait ça? Tout à Oui. fait. Tout à fait. Monsieur Mera? Oui. Oui, bonjour, c'est donc le docteur Le Prado. Merci de me prendre au téléphone ici. Estelle m'a signalé que vous avez eu ce problème qui est donc un décèlement de votre couronne. C'est bien ça, monsieur Mera? Tout à fait, tout à fait. J'ai perdu ma couronne là, et j'avoue que ça me gêne pas mal pour manger. Ça me gêne. Je suis pas confortable avec ça. Puis surtout, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur que ça s'abîme en dessous. Bien sûr, monsieur Mera. Est-ce que vous pouvez me confirmer que cette dent est en bas sur votre gauche? Oui, c'est la dernière en bas à gauche. C'est ça, c'est tout à fait ça. Si je vous pose des questions, c'est parce que je suis en train de consulter votre panoramique archivé ici au cabinet, ce qui me permet de prendre connaissance un petit peu, de façon un peu plus exacte de la situation. Et j'ai aussi la photo que vous avez eu la gentillesse de télétransmettre à Estelle. Donc effectivement, on est dans une situation voilà, parfaitement balisée. Ce que je vous propose, c'est que l'on procède à une décontamination de votre pilier implantaire et la remise en place dans un protocole de scellement de cette couronne-là, de façon à ce que vous repartiez fiable et que les douleurs et les gènes que vous avez disparaissent quasiment immédiatement après la séance. Est-ce que cette hypothèse vous convient? Bah, oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ça me gêne. Et puis quand je passe la langue dessus, mais surtout de l'inquiétude pour en dessous. Je me souvenais plus que c'était un implant à cet endroit-là, mais Hmm. D'accord, très bien. Bon, parfait. Alors, Monsieur Mera, on est actuellement en protocole de pandémie et voilà, on a donc une prise en charge particulière à assurer pour votre venue au cabinet, puisqu'elle doit se faire dans une sorte de garantie, dans une garantie absolue de non-contamination. Ce que je veux dire, c'est qu'on a donc deux possibilités là, hein, pour tout vous dire. Et on a deux sortes de patients. Le premier patient, ce serait un patient qui souhaiterait être vu tout de suite, et puis un autre patient qui souhaiterait plutôt être vu après la pandémie. Si vous décidez de venir pour cette réparation-là après la pandémie, eh bien, on aura la décontamination et le scellement à faire. Et les honoraires pour ça seront de 39 euros. Et si vous décidez de venir pendant le protocole de pandémie, eh bien, la décontamination et comment dirais-je, le recèlement de cette couronne-là sera à 59 euros. Qu'est-ce que vous préférez, monsieur Mera? Est-ce que vous préférez venir en protocole pandémie ou est-ce que vous préférez venir en septembre? J'aimerais coordonner au mieux pour vous. moi, j'ai vraiment l'impression que c'est urgent comme problème et que je ne peux pas laisser la zone où le petit morceau qui sort se détériorer. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut que je vienne au plus vite à Bon, votre bah, c'est très cabinet. bon, écoutez, très bien. Je vais vous repasser Estelle et Estelle va finir la coordination qu'on vient de faire ensemble et je vous dis probablement à cet après-midi ou demain au plus tard. Hem, Soyez attentifs parce que Estelle va coordonner et va vous donner également quelques manœuvres barrières, spécifiques à respecter, et il y en a 5. C'est ce qu'on appelle la règle des 5. Donc je vous encourage à bien les écouter et on vous enverra de toute façon par mail une confirmation de votre rendez-vous et une confirmation et un checklist entre guillemets des manœuvres barrières que vous aurez à faire, qui sont au nombre de 5. Vous verrez, on vous recommande de venir sans accompagnant, on vous recommande de venir masqué. Enfin, vous allez voir, il y en a 5 à respecter. Et j'ai hâte de vous voir, Monsieur Mera, afin de vous soulager le plus rapidement possible. Bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Vous avez été convaincants tous les deux, chacun dans votre rôle. J'ai juste une dernière petite question là, concernant ce type d'urgence. Pierre-Michel, quand tu parles à ton patient, à aucun moment tu lui dis si c'est remboursé ou si ce n'est pas remboursé. Et donc, moi, je voudrais savoir un petit peu comment tu abordes la question. Déjà, est-ce que tu l'abordes ou pas? Et puis, comment tu fais? Oui, oui, je pense que le protocole doit être beaucoup plus précis. Ensuite, il y a Estelle qui est derrière, hein, qui va aller préciser les choses sur lesquelles je n'aurais pas été forcément hyper clair.
Mais le protocole, il doit effectivement bien dire ça et il va falloir terminer les phrases par dire vous aurez 39 € à charge, vous aurez, alors je ne me rappelle plus les chiffres que j'ai donnés exactement, mais vous aurez 29 Ok. € à charge, vous aurez 59 € à charge. C'est très important que le patient soit informé sur les sommes qu'il a à charge, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, il faut imaginer que derrière, Estelle reprend la communication et que c'est tout à fait son rôle. Son rôle est en fait de compléter ma communication qui pourrait être insuffisante à un mot près, et on le voit ici dans cet exemple-là, et également de compléter les insuffisances de compréhension du patient à un mot près. Et elle va faire la jonction Ok. entre mes insuffisances de communication et les insuffisances d'écoute du patient, parce que les informations, elles passent très vite, on est par téléphone, et ça va être tout le but du devis qui va être fait, parce que même pour 20 €, le patient recevra un devis, et c'est ça qui va aller formaliser l'accord et qui permettra d'éviter toute ambiguïté dans la relation. Ok, très bien, parfait. Alors, pour avancer un petit peu, tout à l'heure, Philippe, tu nous as parlé on va dire, des indications que tu voyais pour la téléconsultation, enfin, en tout cas, toi, tel que tu la conçois dans ton cabinet, donc pour épurer les urgences, pour transformer les rendez-vous courts en rendez-vous longs, pour que l'assistant puisse présenter les devis aux patients via partage d'écran. Et est-ce que tu as imaginé d'autres applications possibles de la téléconsultation? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça paraît impensable de recevoir au cabinet aujourd'hui un patient que je ne connais pas, un rendez-vous de bilan. J'ai besoin d'avoir ce contact téléphonique avec lui avant, à savoir que mon intention en première consultation, elle est double. C'est de donner confiance et de donner envie. Alors, encore une fois, cette confiance, bien sûr, il va l'avoir par toute l'organisation du cabinet pour sa sécurité, mais en communication émotionnelle, encore une fois, c'est un frein, ça peut être un frein, et j'ai besoin à tout prix d'avoir ce contact visuel, du temps, puisqu'il y a la question que tu pourrais me poser, combien de temps dure un rendez-vous de bilan, combien de temps dure cette téléconsultation? Ben, je répondrai, ça va durer le temps que cela doit durer. J'en ai aucune idée. Il y a des patients pour qui ça va aller très vite, d'autres pour qui ça va être plus long. Mais un peu comme aujourd'hui, quand on est ensemble à se regarder, c'est ce contact, même s'il n'est pas physique, mais il est en tout cas visuel, qui est nécessaire pour le, le bon déroulement de cette future première consultation. On va la prédéfinir, enfin, on va l'organiser, on va couper, on va l'entamer, on va la débuter. J'ai vraiment du mal. On va la commencer en visio pour ensuite, bien sûr, avoir un réel contact avec le patient, avec tout cet environnement qui est un peu plus qui donne un peu plus de distance. Je décris énormément en communication. Il y a un des thèmes sur la synchronisation qui est la bulle, l'espace dans lequel on est. Et aujourd'hui, cet espace avec la téléconsultation, il est respecté, on est à une certaine distance, mais tous les éléments sont en place. On est à distance, mais on est en parfaite communication, on voit le non-verbal, on voit tout. Au cabinet, la distance va être nettement augmentée. Il ne faut pas qu'elle soit trop raccourcie. Il ne faut pas qu'on rentre dans la bulle des gens. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop distante. Et si elle est trop distante, ça empêche de créer le lien. Vous ne pouvez pas parler de la même manière à quelqu'un qui est en face de vous par rapport à quelqu'un qui serait 3 tables plus loin dans un restaurant. Et c'est la même chose en communication. J'aurais, Merci. j'aurais, J'aimerais rebondir là-dessus parce que je trouve tellement brillant ce que dit Philippe sur le fait que euh, quand on va recevoir nos patients en EPI, on va apporter de la crédibilité sur la sepsie, mais cette crédibilité, la sepsie, c'est un plus, mais en échange de ça, on va avoir un retrait énorme sur notre capacité à communiquer et à générer de la confiance, non pas en tant qu'asepsie, mais en tant qu'être humain. Et donc, je trouve tellement brillant de comprendre ça. Et finalement,
de substituer ou d'initier la relation par une relation qui est beaucoup plus décodable par le patient et qui va être beaucoup plus efficace. Et cette notion dans les hôpitaux, aujourd'hui, au moment où on se parle, elle est tellement importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en service d'urgence ou en service de réa ou même, même dans les autres services, il y a une telle contrainte d'asepsie que c'est des cosmonautes qui se promènent dans les couloirs. Il n'y a plus de docteurs. C'est tous des Armstrong. Hein. Et ils ont rajouté sur leur blouse, dans certains services, hein, ils ont rajouté sur leur blouse une photo de eux sans cosmonaute pour que les patients puissent savoir qui a derrière le casque et derrière les tubas que tout le monde a mis dans les équipements. Donc, on voit que cette problématique-là, elle est déjà dans les hôpitaux, que la problématique d'être camouflé derrière des instruments d'asepsie et donc de camoufler notre humanité et qui on est, et qui pose un problème pour comprendre le patient et pour que le patient se fasse comprendre, eh bien, dans les hôpitaux qui sont très techniques, qui n'ont même pas besoin d'une communication humaine, ben, ils ont déjà ressenti le besoin de sortir de leur casque de cosmonaute en mettant ici des images où le docteur sourit, ou en tout cas le docteur est un peu plus présentable sans son artifice technique. Et puis, l'idée est géniale, Philippe, parce que finalement, précédemment, tu nous as dit que la téléconsultation codifiée pour les autres professionnels de santé ne peut pas être utilisée pour des nouveaux patients. Et donc là, finalement, la téléconsultation gratuite, si on peut appeler ça comme ça, qui est mise en relation à distance, c'est un outil en or pour tous les nouveaux patients qu'on va avoir besoin de recevoir après, là, à la reprise et puis en période de post-confinement. Donc, j'adore ton idée. Hein. Et là, la dernière question que j'aimerais te poser concernant les téléconsultations, c'est une question un petit peu plus technique. Comment, au sein de ton cabinet, tu as organisé ces téléconsultations? Est-ce que tu as créé une plage horaire qui est dédiée aux téléconsultations? Est-ce que ce sont les patients qui prennent directement rendez-vous avec toi, ou est-ce que c'est plutôt tes assistantes qui vont gérer la coordination? Est-ce que tu peux préciser un petit peu, pour être pratico-pratique, comment c'est organisé au sein de ton cabinet? Oui, bien sûr. Donc, non, ce n'est pas le patient qui prend rendez-vous avec moi. Enfin, il prend rendez-vous avec moi, mais c'est moi qui vais déterminer, c'est mon équipe qui va déterminer le moment opportun. Alors, en fonction des organisations, en fonction de chaque cabinet, on peut avoir des, 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 des moments de téléconsultation. Encore une fois, le mot téléconsultation entre guillemets, hein, Oui. mise en relation, télédiscussion, euh, ça peut être entre deux soins fauteuils, en sachant que, en fonction de vos structures, moi je sais que je vais avoir 4 fauteuils pour moi tout seul au moment où je serai au cabinet, donc je peux très bien sauter d'un fauteuil à l'autre, j'ai l'équipe pour ça. Mais si j'avais une structure plus petite, je glisserais cette téléconsultation au moment de la décontamination, désinfection, et pendant que le patient règle, je gérerai ça à ce moment-là. Ok, merci Philippe. Et, alors, dernière question. Alors, cette question est plus pour toi, Pierre-Michel, parce que je sais que tu es un grand fan de digital. Et donc, au cabinet C2S, on a fait le choix également de mettre en place des téléconsultations. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été mis en place et puis quel logiciel, quels outils on a décidé de choisir? Oui, je pense que vraiment le thème qu'on est en train d'évoquer là tous ensemble, qui est la téléconsultation, est vraiment au cœur de la révolution post-Covid-19. Et que c'est vraiment très important de performer, que les équipes performent dans cette discipline qui est absolument nouvelle et vraiment devenir expert dans cette discipline. Je pense que la téléconsultation, elle a des avantages absolument énormes et j'espère que les gens qui nous écoutent arrivent à percevoir ces avantages. Bon, elle a peut-être 10, 15 avantages qui sont absolument vus dans les séminaires qu'on peut être amené à faire à ces formations. Elle a des avantages et elle a un inconvénient. Et je vais commencer par l'inconvénient parce que c'est comme ça, c'est plus simple pour comprendre les choses. Pour moi, l'inconvénient majeur de la téléconsultation, c'est tout simplement
son nom. Parce que son nom, il est très insuffisant. La téléconsultation veut dire, quand on l'utilise, qu'on va faire une consultation à distance. Pour moi, on va faire une télécoordination. C'est-à-dire que, en gros, quand on regarde le process, on a besoin, dans cette relation téléphonique, enfin dans cette relation, on va dire, par Internet, on a besoin de faire quoi? On a déjà besoin de mettre un temps, le temps assistante, c'est-à-dire la préparation de l'assistante par rapport au dentiste qui va rentrer en jeu juste avant. Donc, on a déjà ce temps-là à faire. Ensuite, derrière ce temps-là, on va avoir le dentiste qui va effectivement prendre la relation avec le patient, comme on l'a vu tout à l'heure en jeu de rôle avec Philippe. Et de ça, derrière, on va avoir les assistantes coordinatrices qui vont être chargées de faire le devis, éventuellement avoir les acomptes et éventuellement de faire la planification sur l'agenda. Donc, tout ça, pour moi, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'intercaler cette coordination qui était avant dans le domaine du physique, de l'emmener en digital, de façon à avoir deux avantages majeurs. Le premier avantage majeur, c'est celui qu'on cherche, c'est l'asepsie. Donc, en mettant nos patients à distance du cabinet et en faisant cette coordination dans laquelle aujourd'hui, dans notre cabinet, ils viennent 1 ou 2 fois au cabinet pour faire cet ensemble de coordination, eh bien, on va aller les faire à distance et on va avoir une garantie de non-contamination. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on va avoir aussi, je pense, quelque chose de beaucoup plus fluide grâce au digital et on va avoir un workflow digital qui va être beaucoup plus automatisé et beaucoup plus fluide. Alors, je pense que c'est ça l'enjeu. Il faut comprendre que c'est en transformant la coordination analogique en coordination digitale qu'on va avoir vraiment les avantages de ce qu'on appelle de cette téléconsultation. Donc ça, c'est l'inconvénient majeur, c'est finalement de l'appeler téléconsultation, ce qui, à elle seule, le fait de l'appeler comme ça, réduit ce qu'on va lui demander. Donc, mon conseil, c'est que déjà dans les équipes, on les appelle télécoordination, même si devant le patient, il faudra sûrement l'appeler téléconsultation, mais qu'on sache à quoi ça sert, et ça sert à coordonner. Ok. Et donc, pour être pratico-pratique, donc, est-ce que tu peux nous décrire, enfin, tu nous as énoncé rapidement les stades finalement ou les étapes de ta télécoordination. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis en place, enfin, quels sont les outils que tu as utilisés pour chaque étape, ou quels sont les outils que tu as imaginés, enfin. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, du coup, par rapport au raisonnement que j'avais tout à l'heure, on peut évidemment comprendre que ce n'est pas un outil, mais ça va être probablement des outils. Des outils qu'il va falloir adapter, donc des outils digitaux, on est bien d'accord, avec une organisation qui va permettre d'utiliser ces outils digitaux, mais qui dit plusieurs maillons dans cette coordination-là, dit probablement plusieurs outils digitaux. Donc, les outils, il y aura des outils de coordination interne, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs intervenants dans les cabinets qui sont un peu structurés. Donc, il va y avoir des sortes d'outils qui vont permettre de travailler tous avec la même base de données. Bon, ce sont des outils de synchronisation, des outils de collaboration, des outils collaboratifs. Et je pense que le duo Google Form et Google Sheet va prendre tout son rôle dans la coordination transversale entre les personnes qui vont intervenir dans la télécoordination. Et puis ensuite, bien sûr, on a l'outil qui est le plus instinctif, qui est quel outil va utiliser le dentiste avec le praticien. Et là, je pense qu'il va falloir être un peu flexible parce que cet outil-là, il va falloir qu'il s'adapte euh, au patient qui est derrière. On a des patients qui ont des niveaux en digital qui va être relativement variable. Alors, on a l'outil idéal. Pour moi, l'outil idéal, c'est Zoom. Parce que Zoom, on a une relation visuelle, on a une relation, c'est l'outil avec lequel on travaille, l'outil avec lequel les gens qui nous regardent peuvent voir un petit peu ce que ça donne s'ils ne connaissent pas. Et Zoom permet des partages d'écran. Et donc, on a un instrument ici qui est, je pense, le plus adapté. Ça, c'est donc l'idéal. Puis après, il y a le acquis par le patient. C'est-à-dire, le patient, il utilise des SMS, le patient utilise son téléphone, le patient utilise WhatsApp. Et
eh bien, l'outil qui sera utilisé pour notre téléconsultation, ce sera un outil qui sera dans la fenêtre entre ce qu'il utilise et l'outil idéal. Et le rôle de l'assistante qui sera chargée de la coordination de cette consultation, l'assistante qui préparera cette consultation, ben, elle essaiera de voir si elle peut upgrader légèrement l'outil pour qu'on ait un outil qui soit le plus proche possible de Zoom. Parce que c'est cet instrument-là qui sera aussi l'instrument idéal pour la rédaction du devis derrière, après, pour la présentation du plan de traitement. On peut partager des écrans, donc rien n'interdit à l'assistante qui va présenter le devis d'aller montrer ce que c'est qu'une facette avec des cas qu'on a déjà fait au cabinet. Elle peut utiliser évidemment des vidéos qui montrent comment on fait pour aligner des dents. Enfin, elle peut utiliser tous les instruments digitaux qu'on utilise dans nos cabinets, mais grâce à un outil qui s'appelle partage d'écran. Ça va être plus compliqué sur un téléphone et puis sur quelque chose d'un peu plus réduit. Après, ce n'est pas problème d'un téléphone, mais ça va être plus compliqué par SMS. Donc, comme on sait ça, eh bien, on aura quelques minutes pour aller essayer d'upgrader l'installation du patient afin qu'on soit plus performant au moment de la présentation du devis. Bon, voilà, tout ça pour dire quoi en conclusion? Que l'instrument numéro 2, qui est finalement la téléconsultation, eh bien, il sera flexible. Il faudra avoir plusieurs outils à son arc, plusieurs flèches à son arc, de façon à être adaptable par rapport au patient, mais en ayant quand même la volonté d'upgrader son niveau de numérique. Et puis, après, eh bien, on a tout le maillon qui s'appelle la présentation du devis et la signature du devis. Donc là, il y a des systèmes, DocuSign étant un peu le benchmark, la référence actuellement pour pouvoir faire signer des documents en numérique. Donc DocuSign, par exemple, il y en a d'autres. Et puis après, on a tout le paiement pour les acomptes et donc du coup, les télépaiements qui sont possibles et qui sont déjà possibles. Et puis après, toute la confirmation des rendez-vous avec une procédure qu'il faudra également upgrader dans le workflow de façon à ce qu'il n'y ait pas de rendez-vous manqué. Et donc tout ça, ça finit la chaîne, qui est la chaîne de l'agenda, qu'on va aller évidemment tout à fait numériser et digitaliser. Et on peut voir qu'on peut tout à fait espérer, et moi j'espère vraiment à titre personnel, la possibilité de faire toute cette télécoordination avec un patient qui serait quasi pas venu au cabinet. Enfin voilà, on va pouvoir optimiser nos choses et ça va donner beaucoup de créativité dans les équipes, beaucoup de compétences. Et on voit comment le workflow analogique va être révolutionné par un workflow numérique. C'est ça qui m'enthousiasme à titre personnel. Ok, merci Pierre-Michel. Et on voit ton enthousiasme, on entend ton enthousiasme. Et pour conclure, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Vous avez répondu à beaucoup de questionnements et de problématiques des dentistes actuellement par rapport aux téléconsultations. J'adore l'idée qui a été introduite ici, c'est-à-dire que finalement, on part d'une idée de base qui est la téléconsultation telle qu'elle est utilisée par les professionnels de santé et on arrive à ce que tu rebaptises la télécoordination qui révolutionne la façon dont on voit les choses et qui est pleine d'espoir finalement même pour la suite parce que avec tout ce que tu viens de nous expliquer là techniquement, avec ce workflow analogique qu'on transforme en workflow digital, finalement j'ai l'impression que cette crise, ça va aussi être l'occasion et l'opportunité de progresser dans les cabinets dentaires. Et puis surtout, ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités de travail, des façons différentes de travailler. Et effectivement, je comprends ton enthousiasme et je le partage. Avant de vous laisser, j'aimerais qu'on prenne 5 petites minutes pour refaire le petit exercice qu'on a fait dans la session précédente, parce que je l'aime bien. Et donc, sous le thème « Leaders are Readers ». Et donc, de la même façon que lors de notre session précédente, est-ce que vous accepteriez de partager une citation, un livre, quelque chose qui vous inspire et qui pourrait nous inspirer également, inspirer les dentistes qui nous écoutent, qui nous regardent? Et moi, je pense, par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à la difficulté que certains pourraient avoir à mettre en place tout ça, je donne déjà un tout petit tuyau quand vous êtes sur Zoom et que vous êtes avec un patient. Essayez d'éviter de vous regarder vous en vidéo
et regardez plutôt le patient. Si vous regardez, vous allez vouloir vous améliorer, ça va poser problème. Donc, vous regardez une fois pour toutes pour voir si vous êtes bien cadré et après, vous priorisez votre patient puisque c'est cette relation. Mais par rapport à tous ces outils, par rapport à tout ce que Pierre-Michel vous a donné comme démonstration de ce qu'on peut mettre en place, dans tout ce qu'on pourra vous donner encore plus à des choses qui sont en termes d'organisation, en termes de communication. Je dirais que la grosse crainte, c'est l'incident. Alors, on pourrait appeler ça l'échec. Si on peut parler d'échec, l'échec, c'est une bonne chose parce que l'échec, ça permet de recadrer les choses et d'être encore meilleur la fois d'après. Donc, ce n'est pas un mot négatif, mais je préfère le mot incident dans ce cas-là. Et il y a des gens qui pourraient abandonner les choses très rapidement après un incident ou après un échec et dire c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Et je donne toujours cet exemple de la marche de l'enfant, un enfant de 14 mois qui commence à marcher et qui va faire à peine un premier pas et se casser la figure, se taper un petit peu contre le meuble, qui va se relever, qui fait l'exercice des centaines et des centaines de fois avant d'arriver à marcher. Si cet enfant avait abandonné après le premier, le deuxième, le troisième, le 10e échec même, eh bien, on serait tous aujourd'hui en train de ramper par terre. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument s'améliorer, s'adapter, recadrer, croiser avec nos assistantes, avec d'autres sensibilités autour de nous pour pouvoir devenir meilleur de jour en jour. En tout cas, je vous souhaite à tous bon courage pour la reprise et vraiment beaucoup d'énergie pour passer à l'action. Merci Philippe. Pierre-Michel? Moi, la citation qui me vient là, c'est une citation qui me porte depuis des années, c'est depuis des décennies, qui est You are who you meet, c'est-à-dire tu es qui tu rencontres. Et j'aime particulièrement cette citation parce que voici ce qu'elle veut dire pour moi. Elle veut dire que on ne progresse pas tout seul, que progresse à coup de rencontres. On progresse régulièrement avec les rencontres et que les rencontres, on en est responsable. C'est ce qu'elle veut dire aussi. Elle veut dire que les rencontres, ce n'est pas une fatalité et vous avez des gens que vous connaissez sûrement autour de vous qui ont cette capacité d'aller provoquer les belles rencontres et qui savent les choisir et qui savent les bonifier parce qu'ils comprennent que voilà, on grandit de façon spectaculaire à travers les rencontres. Et d'ailleurs, les rencontres, ça peut être tout à fait un livre, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un livre. Et qu'on gagne beaucoup, beaucoup de temps avec les rencontres. Et d'une rencontre 1 plus 1, ça donne vraiment 3. Sans compter le côté contaminant de la rencontre. C'est-à-dire qu'on est les uns et les autres à peu près la moyenne des 5 personnes que l'on rencontre le plus. Et que si on est les uns et les autres optimistes, enfin, si on rencontre les uns et les autres des gens qui sont optimistes, ben on sera plutôt optimiste. Et si on rencontre les uns et les autres des gens pessimistes, on sera plutôt pessimiste parce que notre zone limbique, je reviens à l'histoire du système 1 et du système 2 qui me passionne tant, eh bien, on est voilà, pollué par l'environnement, quoi qu'on fasse. Et par contre, ce que l'on peut faire, c'est choisir ses rencontres. Ce que l'on peut faire, c'est provoquer les rencontres. Et je pense que Marie, c'est une des choses que tu fais à travers ton projet ici de C2S Dental Talk, c'est finalement de créer la rencontre et tous les gens qui vont venir s'abonner ici vont avoir la chance voilà, de rencontrer Philippe Mérin, de rencontrer Pierre-Michel Le Prado, qui ne serait pas fait dans un autre moment, de rencontrer Marie Le Bellego. Et toi, Marie Le Bellego, permettre ces rencontres-là, eh bien, c'est être conforme à cette citation qui est You are, you we meet, et je vais être la personne qui contribue à ce que les gens se rencontrent. Alors voilà, donc c'était un peu cette citation qui me portait en cette conclusion de numéro 2 de C2S Dental Talk. Merci beaucoup Pierre-Michel. Merci, vraiment un grand, grand merci à tous les deux. C'était une conversation très, très riche et voilà, j'ai hâte de vous retrouver éventuellement pour d'autres épisodes. À très bientôt. Parfait, merci Marie. beaucoup. Merci Marie.
Je suis vraiment ravie d'avoir présenté cet épisode du C2S Dental Talk. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant sur les réseaux sociaux, en partageant cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, les thèmes éventuellement que vous souhaiteriez que nous abordions dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet www.c2sformation où vous retrouverez également toutes nos formations. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.